Urgent! L'incroyable s'est produit près de Malatokmatchka. Un hachoir à viande sanglant pour la Russie, les troupes d'élite de Poutine pourrissent dans les champs et les forces ukrainiennes préparent déjà un final mortel pour les Russes. Les forces spéciales du renseignement sont déjà sur les arrières de l'ennemi. La surprise a été mise en œuvre. Après ce triomphe des nôtres, tout l'état-major russe a tremblé. Choc. Au Kremlin, les nerfs ont lâché, des têtes sont tombées. Poutine a lancé une chasse sanglante contre les siens. Gladkov s'enfuit, le Daghestan doit se préparer. Le dictateur brûle les ponts. À Moscou, c'est un véritable remue-ménage. La Légion de la mort française. Macron marche sur Moscou. Paris prépare officiellement son armée à la Grande Guerre. C'est la mobilisation totale de l'Europe que le Kremlin craignait tant. La Russie est exsangue. L'empire pétrolier de Poutine craque de partout. Le raffinage s'est effondré et les drones achèvent les dernières raffineries. C'est la fin de ce pseudo-empire de l'essence. Tout cela à suivre dans notre édition. Point chaud. Choc. Territoire de mort pour la Russie. Les occupants ont crié victoire pour la 100e fois. Mais ce qui choque vraiment, c'est que la légendaire Malatokmatchka est devenue un charnier pour la Russie. Pendant que les propagandistes dessinent des flèches sur les cartes, les unités d'élite russes pourrissent dans les champs de Zaporijia. L'armée ukrainienne prépare déjà l'accord final. Nos éclaireurs y ont préparé une surprise féerique pour les Russes. Les détails dans le reportage. Une nouvelle localité de Zaporijia fait la une de tous les journaux d'information. Malatokmatchka est devenu le nouvel échec des occupants sur le front. Il y a beaucoup de villes et de villages où l'armée de Poutine se casse les dents depuis des années dans l'est de l'Ukraine. Mais celui-ci mérite une attention particulière, car on ne compte plus ses prétendues libérations par les Russes. Belousov a annoncé une étape sérieuse vers la victoire dans l'opération spéciale. Le ministre de la Défense a félicité les militaires russes pour la libération de Malatokmatchka. Pourtant, au ministère de la Mort russe, ce village est très sérieusement considéré par l'état-major comme la clé de la déroute totale de l'armée ukrainienne sur le front. Le ministre de la Défense lui-même l'a dit textuellement. Malatokmatchka, c'est, paraît-il, une étape sérieuse vers les objectifs de l'opération spéciale. Sans aucun sarcasme. Dernièrement, on a beaucoup parlé de Malatokmatchka à cause des mèmes que cette localité a suscité sur le web. Le fait est que dans les émissions de propagande, un certain pseudo-expert nommé Rogin commence son bulletin militaire par là depuis environ 1 an. Et à chaque fois, les Russes sont sur le point d'en prendre le contrôle. Les journalistes ne se sont pas fait prier pour réaliser ce petit montage. Bonsoir. Quelles sont les nouvelles ? Bonsoir. Si l'on parle de la situation sur la ligne de front, dans la direction de Zaporijia, nos troupes ont remporté certains succès dans le secteur de Malatokmatchka. Des combats ont lieu aux abords et dans Malatokmatchka et se poursuivent dans ce secteur. Les combats continuent aussi aux abords de Malatokmatchka. La bataille pour Malatokmatchka se poursuit également. Nos troupes progressent aussi légèrement dans la partie sud-est de Malatokmatchka. Les combats pour la partie sud de Malatokmatchka se poursuivent également. Des combats ont aussi lieu pour la partie sud-est de Malatokmatchka. L'assaut sur Malatokmatchka se poursuit. Il y a des avancées près de Malatokmatchka. Des combats ont aussi lieu vers Malatokmatchka. Et ce, alors que Malatokmatchka est officiellement libéré depuis longtemps, Poutine ayant même félicité les troupes. En réalité, l'essentiel du village est sous contrôle ukrainien, un tiers est en zone grise et les Russes n'occupent que quelques maisons isolées à la périphérie est. Les combats sont incessants et sanglants. Le pilonnage des mêmes positions et les tentatives d'infiltration par petits groupes d'infanterie causent la mort de centaines de soldats russes chaque jour. Cela se passe de diverses manières, principalement via des drones FPV. Mais il n'est pas rare que des éclaireurs ukrainiens s'invitent dans ces maisons. Évidemment, ils ne viennent pas les mains vides. On a balancé une mine anti-char à l'endroit prévu et on a fait sauter la cave. C'est drôle, mais même la communauté pro-guerre ne supporte plus les rapports victorieux de la première chaîne. Ils disent ouvertement qu'en 1 an, des milliers de soldats sont morts pour ce petit village, sans aucun résultat concret. Attention, préparez-vous. Aujourd'hui, on opère par petits groupes. En fait, oui. Et tout le reste. La question est, avec ces petits groupes, peut-on libérer Sloviansk, Kramatorsk, Kharkiv, Zaporijia ou franchir le Dniepr? Peut-on faire ça en binôme ou pas? Non. Écoute, si c'est non, alors voici la question. Faut-il sacrifier des dizaines de binômes chaque jour si c'est impossible? D'ailleurs, le commandement russe a aussi tenté de prendre Malatokmatchka par un assaut massif.
Au début du printemps, plusieurs groupes blindés et des dizaines de contractuels ont été lancés à l'attaque. Résultat, c'est pour l'instant l'échec le plus retentissant de l'offensive russe en 2026. Les 118e et 65e brigades ukrainiennes ont détruit 2 chars, 12 blindés d'infanterie, 6 transports de troupes et 2 tigres, soit 22 véhicules sur 26. Une déroute totale. Même leur blindage bricolé dernier cri n'a servi à rien. La raison de ces tentatives désespérées est claire, explique le commandement ukrainien. C'est la route vers Orikhiv, un point stratégique majeur. C'est pourquoi plusieurs lignes de défense et des zones fortifiées y ont été bâties, faisant de Mala Tokmatchka le symbole de l'impasse russe à Zaporijjia. Urgent. Des têtes tombent en Russie. Poutine lance la chasse aux siens. Le gouverneur de Belgorod fait ses valises. Le Daghestan attend le choc. Le Kremlin perd ses nerfs. Poutine brûle ses vaisseaux et prépare le pire. Le dictateur a lancé une purge massive de ses chiens fidèles. Pourquoi punit-il réellement les siens? Regardez. Licenciement et exil ou bien la prison. Pour le gouverneur de la région de Belgorod, les perspectives ne sont guère réjouissantes. Vyacheslav Gladkov s'apprête à être démis de ses fonctions de chef de cette région frontalière. Tout ça parce que le Kremlin en a assez des jérémiades de ce fonctionnaire. Ils m'ont fatigué, ils m'ont juste fatigué. Pourtant, les plaintes de Gladkov sont fondées. Nous n'avons jamais connu de problème d'une telle ampleur. Ce problème pourrait toucher l'ensemble de la région de Belgorod. Cela représente 1 500 000 personnes. Officiellement, le Kremlin n'a pas encore évoqué son intention de remplacer le chef de la région de Belgorod, mais ses propres médias l'ont fait pour lui. Hier, le journal Vedomosti a rapporté que Gladkov pourrait devenir ambassadeur en Abkhazie, occupée par la Russie. Mais c'est encore un très bon scénario pour ce fonctionnaire désormais en disgrâce. Passons sur son hystérie après les frappes, mais on ne peut pas pardonner à Gladkov ses appels à poursuivre Roskomnadzor, ses critiques contre la messagerie nationale Max et ses propos affirmant que les militaires russes sont dangereux pour les habitants de Belgorod. Et le crime le plus grave pour un fonctionnaire de Poutine, c'est qu'il n'a pas caché sa position à la population. Et en fait, ses propos ont même fuité dans les médias, notamment sur le blocage de Telegram par exemple, lorsqu'il a dit « Vous vous amusez bien à Moscou, mais nous, on meurt ici ». Et voici ce que Gladkov a dit exactement à propos du blocage de Telegram. Je crains que le ralentissement de Telegram ne nuise à la transmission d'informations opérationnelles si la situation venait à s'aggraver. C'est pourquoi les forces de sécurité du Kremlin insistent pour qu'il aille en prison. Monter un dossier n'est pas un problème. Il n'a pas su organiser la défense de Belgorod et il a fallu évacuer le centre régional. Il y a aussi beaucoup de questions sur les lignes de défense dans les régions frontalières. Des fonds considérables ont été alloués à leur construction. Le FSB et le comité d'enquête soupçonnent, à juste titre, qu'une partie de cet argent a fini dans les poches de l'entourage de Gladkov. Et s'il ne finit pas en prison, on propose de ramener Gladkov à Moscou pour mieux le surveiller. Les médias russes ont évoqué cette option selon laquelle il pourrait devenir vice-ministre du développement économique. Bref, le Kremlin réfléchit encore à la meilleure solution. Et ces fameux Siloviki, ils voudraient bien sûr réduire Gladkov en poussière, le jeter en prison pour l'exemple, pour que personne d'autre n'ose s'opposer à la guerre ou à toutes ces dérives sans limite. L'idée de Kirienko, en gros, c'est de l'envoyer discrètement comme ambassadeur en Abkhazie. C'est un poste formellement élevé et les forces de sécurité ne peuvent pas simplement venir l'arrêter. Pour cela, il faudrait presque une décision personnelle de Poutine, car c'est lui qui nomme les ambassadeurs. Mais alors que le licenciement de Gladkov se prépare, le chef du Daghestan, Sergueï Melikov, a déjà fait ses adieux à son poste. Le mandat de l'actuel chef de la République, Sergueï Alimovitch Melikov, se termine en septembre. Il s'en va. Il a beaucoup accompli et nous l'en remercions pour cela. Mais il change de poste. La vie continue, elle avance. On ne l'a pas viré pour son franc-parler, comme Gladkov, même si Melikov dit aussi ce qu'il pense. Dites-moi, c'est quoi ces idiots? Tous les hommes doivent se rendre d'urgence au commissariat militaire, munis de leur livret militaire. Vous êtes débiles ou quoi? Il y avait énormément de questions pour Sergueï Melikov. Le dernier clou dans le cercueil de sa carrière fut l'inondation au Daghestan, ou plutôt la gestion de ses suites. Mais la chaîne Telegram proche du pouvoir, Kremliovskaya Tabakerka, a une autre version, la mobilisation, ou plutôt la résistance au Daghestan. Vous vous souvenez des manifestations de 2022?
Eh bien, avant l'annonce d'une nouvelle vague de mobilisation, le Kremlin s'est rappelé que Melikov ne maîtrisait pas sa région. La décision finale de remplacer le chef de la République a été prise par Vladimir Vladimirovitch après qu'on lui a rappelé qu'une mobilisation pourrait débuter en Russie. Personne n'a oublié les émeutes et les manifestations au Daghestan lors de la vague précédente. Melikov avait alors déjà montré son inefficacité. Nous ne pouvons pas nous permettre que de tels problèmes se reproduisent au Daghestan, a expliqué une source à l'administration présidentielle. Pourtant, il avait été nommé comme un gardien de prison. Et au début, c'était le cas. Mais Melikov n'a pas eu la force de mater les Dagestanais. On ne les laissera pas, on ne les laissera pas, on ne les laissera pas. Il s'est surtout fait connaître là-bas pour avoir, à plusieurs occasions, dispersé les gens, les avoir arrêtés, emprisonnés, matés, tout cela en se référant sans cesse à Moscou, en répétant qu'il fallait absolument obéir au tsar blanc. Et cela nous amène à la cause principale des échecs de Melikov à la tête de la République. Les Dagestanais n'aiment pas ce fonctionnaire et ne le respectent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le Daghestan détestait Melikov. Il y était surnommé le Maton, un dirigeant dagestanais. C'était une histoire très étrange pour une république de plusieurs millions d'habitants, une immense communauté musulmane. Un homme non seulement incroyant, mais traitant les traditions de la population locale avec un mépris à peine voilé, parce que, un homme qu'on devait porter jusqu'à sa voiture en fin de journée parce qu'il ne pouvait plus marcher. Vous comprenez, un tel homme ne peut pas diriger une république où les gens, pour la plupart, ne boivent pas. Mais c'est le problème du Kremlin, qui a nommé Melikov. Et le Kremlin reconnaît en quelque sorte sa responsabilité, c'est pourquoi ils ont écarté leurs sbires. Loin des yeux, comme on dit, pour étouffer la contestation au Daghestan avant qu'une révolte n'éclate. Il est crucial de réagir instantanément à chaque incident local, si de tels incidents surviennent. Et cela arrive. La vie est complexe et diverse. Il faut mettre fin aux provocations, aux tentatives de semer la discorde entre les gens. On ignore qui remplacera Gladkov et Melikov. Sans doute de nouveaux visages, proches et dociles envers le Kremlin, mais il nous semble que les rotations de personnel ne se limiteront pas à la région de Belgorod et au Daghestan. D'autant plus que des élections, quelles qu'elles soient, approchent en Russie. Paris marche sur Moscou. Macron prépare officiellement l'armée à une grande guerre. C'est la mobilisation de l'Europe. Comment Paris va-t-il frapper Poutine? Ces surprises françaises sont déjà en route pour Kiev. La France entre en jeu. Comment Macron veut-il enterrer les ambitions du dictateur? Regardez. La France s'engage pour l'Ukraine. Elle fournit du renseignement, construit des usines d'armement et se prépare à la guerre contre la Russie. Macron est-il en train de faire monter les enchères? La France renforce son soutien à l'Ukraine et le fait sur plusieurs fronts à la fois. Des livraisons d'armes, Paris passe à une intégration de défense plus profonde. Oui, ces derniers temps, la France a intensifié la nature de son aide technico-militaire à l'Ukraine. Cela comprend non seulement des avions, des canons César, mais aussi des systèmes de missiles antiaériens et de défense aérienne. Il s'agit donc de systèmes de missiles antiaériens de courte, moyenne et longue portée. L'une des étapes clés, c'est la production conjointe d'armes directement en Ukraine. Les entreprises de défense françaises entrent sur le marché ukrainien et discutent de l'implantation de sites de production. C'est avant tout un signal politique et militaire. Un signal politique à la Russie que l'investisseur français envisage de localiser sa production sur le territoire ukrainien. Et par conséquent, cela renforce la capacité de défense de notre pays, avec des investissements directs dans la défense ukrainienne et la création d'entreprises en Ukraine. C'est donc un échange d'expériences et un échange de technologies. Parallèlement, Paris élargit ses livraisons militaires. Le transfert de chasseurs Mirage est en cours de discussion. Des missiles Escalp et des systèmes de défense SAM-PT sont déjà livrés. En fait, il s'agit d'un renforcement global de l'armée ukrainienne, de l'aviation à la défense anti-aérienne. La partie française fournit des véhicules blindés à la partie ukrainienne. Il s'agit de véhicules blindés de transport et de combat d'infanterie, utilisés pour la logistique des forces de défense, l'évacuation rapide et sécurisée des blessés, ou encore pour participer directement, de façon active, au combat sur la ligne de front. L'aide est élargie avec la fourniture d'obus d'artillerie de calibre 155 mm. C'est un obus aux normes de l'OTAN. Un autre point important, le renseignement. Et là, les États-Unis passent au second plan, car la France a repris ce rôle. Alors qu'il y a un an, l'Ukraine dépendait énormément du renseignement américain, aujourd'hui la France en assure les 2/3.
Et ce n'est plus seulement de l'aide, c'est une participation aux décisions clés sur le champ de bataille. Et c'est en fait l'un des éléments les plus sensibles de la guerre moderne. C'est cette constellation de satellites français qui permet aux forces de défense ukrainiennes d'analyser la situation en territoire ennemi sur la ligne de front au moment de décider de frapper des points de déploiement permanents ou temporaires et donc des cibles militaires légitimes sur le territoire de l'occupant. Il s'agit également des avions français de détection radar à longue portée qui patrouillent dans les eaux de la mer Noire. Dans ce contexte, les autorités françaises renforcent également leur propre préparation militaire. Le pays mène des exercices à grande échelle simulant des scénarios de conflit potentiels avec la Russie. Par conséquent, la tenue de ces exercices est un signal politico-militaire envoyé à la Russie, indiquant que les pays de l'OTAN sont prêts à contrer un éventuel scénario d'invasion de la Fédération de Russie sur le territoire de pays européens. D'ailleurs, il convient de noter que des exercices nucléaires impliquant la France et la Pologne auront également lieu. C'est un signal direct à la Fédération de Russie que la menace d'utiliser des armes nucléaires tactiques contre la Pologne et d'autres pays de l'OTAN aura un effet négatif pour la Fédération de Russie elle-même. Mais tout cela peut changer en un instant, car des changements pourraient survenir dans le pays. Macron a déjà annoncé qu'il quitterait la scène politique en 2027. Même si Le Pen est exclu des élections, les représentants de son parti se présenteront à la plus haute fonction représentative et ont de réelles chances de l'emporter. Cela signifierait un changement potentiel de la politique étrangère de ce pays. Mais l'Ukraine en souffrira-t-elle ? Et sommes-nous vraiment si dépendants du soutien de la partie française ? Il s'agit également bien sûr de la livraison de canons César. Mais là encore, il faut noter qu'en termes de rapport qualité-prix, le canon ukrainien Bodana surpasse largement l'original français, son équivalent français. Oui, la France fournit une aide militaire et technique à l'Ukraine, mais pas à la même échelle que l'Allemagne ou le Royaume-Uni. La France fait plus que simplement soutenir l'Ukraine. Paris renforce systématiquement son aide militaire, industrielle et en matière de renseignement. La position de la France est claire et sans ambiguïté quant à la poursuite de son soutien à l'Ukraine dans la guerre contre la Fédération de Russie. Mais l'Ukraine n'est pas en reste. Le pays continue de développer ses propres capacités de défense et dépend de moins en moins de partenaires individuels. La Russie est exsangue. L'empire pétrolier de Poutine s'effondre sous nos yeux. Le raffinage est au plus bas depuis 17 ans et les drones achèvent les dernières usines. C'est la fin de ce pseudo-empire de l'essence. Alors que le pouvoir tente désespérément de reprendre le contrôle, les stations-service se préparent au retour des tickets de rationnement soviétiques. Qu'est-ce qui attend les Russes dès demain? Voyez par vous-même. Pour la première fois en 17 ans, les frappes de drones ukrainiens ont fait chuter le raffinage de pétrole russe à son niveau minimum. Selon le président ukrainien, pour le seul mois de mars, les pertes de l'économie russe s'élèvent à environ 2,5 milliards de dollars américains suite aux frappes contre les raffineries de la Fédération de Russie. Rien qu'en avril 2024, 5 raffineries ont cessé de fonctionner suite aux attaques. Au moins 9 raffineries ont été touchées par des raids de drones. Oh putain, merde, il arrive là-bas. Bordel, bordel. Bordel. Bordel fait chier, il arrive là-bas. Comme l'écrit Bloomberg, le mois de décembre 2023 a été le point culminant des attaques. En conséquence, les volumes de raffinage de pétrole en Russie sont tombés à leur plus bas niveau depuis des années. Par rapport à l'année dernière, les volumes ont chuté de 12% et de 18% par rapport à l'avant-guerre en 2021. Cela représente presque 1 million de barils par jour. Selon les estimations russes, jusqu'à 40% des raffineries de la Fédération de Russie ont partiellement ou totalement arrêté leur cycle de production suite aux frappes de drones ukrainiens. De plus, il convient de noter le caractère global des frappes de drones ukrainiens, non seulement sur les raffineries, mais aussi sur les sites de production de pétrole et de gaz, les stations de transport et surtout les infrastructures portuaires. Selon les données de Bloomberg basées sur les déclarations officielles des deux pays, l'Ukraine a mené au moins 21 frappes en avril contre des raffineries russes, des installations maritimes, dont des terminaux d'exportation et des oléoducs.
Les frappes principales ont visé les ports de Tuapse et Novorossiysk sur la mer Noire, ainsi qu'Oust-Louga et Primorsk sur la mer Baltique. Tout cela a considérablement réduit la capacité de la Fédération de Russie à vendre du pétrole et des produits pétroliers aux consommateurs finaux. Les journalistes expliquent l'intensification des attaques par une volonté de réduire les superprofits que Moscou tire de la guerre en Ukraine et de la hausse des prix du pétrole. Je précise qu'en parallèle des frappes sur le territoire russe, l'Ukraine mène des attaques coordonnées sur les sites de stockage de carburant dans les territoires occupés, principalement dans les régions de Luhansk, Donetsk, Zaporijia et en Crimée. Les frappes sur les dépôts pétroliers en Crimée incluent une série d'attaques dans les secteurs de Gvardeyskoye, Simferopol et Saki. Plus bien sûr des frappes sur les dépôts de carburant et de lubrifiants dans la région de Luhansk. Au moins 5 attaques en un mois ont visé le réseau d'oléoducs russes. À 6 reprises, des drones ont attaqué l'infrastructure pétrolière maritime, dont les ports de la Baltique. Choc! Trump a claqué la porte, mais l'Europe n'a pas flanché. Les États-Unis menacent de rompre les liens militaires car l'Europe refuse la guerre contre l'Iran. Mais la réponse ferme de Bruxelles ne s'est pas fait attendre. L'Europe n'a pas seulement tenu bon, elle passe en mode puissance militaire totale. C'est la fin de l'ère de la dépendance. Qu'adviendra-t-il des livraisons d'armes et comment l'Europe relèvera-t-elle ce défi? Tous les détails dans ce reportage. Donald Trump est encore vexé et il menace l'Europe. Ce ping-pong de pique entre le président américain et le chancelier allemand a fini par un post de Trump disant que les États-Unis envisagent de réduire leurs troupes en Allemagne. Et comme Donald l'a confié plus tard aux journalistes, pas seulement en Allemagne. Vous avez évoqué un possible retrait d'une partie des troupes d'Allemagne. Envisagez-vous la même chose pour l'Espagne et l'Italie ? Oui, c'est possible. Oui, je le ferai probablement. Et pourquoi ne devrais-je pas le faire? L'Italie ne nous a pas aidés et l'Espagne se comporte très mal. C'est absolument affreux. Mais c'est l'OTAN. Ce n'est même pas qu'il soit mauvais. Ce serait différent s'il parlait avec respect ou disait « D'accord, on va aider, mais ça prendra du temps. » Pourtant, on les a bien aidés pour l'Ukraine. Tu demandes sans aucun respect. Tu ne m'offres pas ton amitié. En fait, Trump avait déjà cette idée de retirer les troupes d'Allemagne lors de son premier mandat, mais il n'était jamais passé de la parole aux actes. Il a recommencé à menacer ses partenaires de l'OTAN dès son retour dans le bureau ovale. Donald s'est toujours plaint que les Européens ne contribuent pas assez au budget de défense. Cette vague de menaces de Trump a ressurgi avec le conflit en Iran. Le président américain est mécontent que l'Occident n'ait pas soutenu son plan pour le détroit d'Ormuz. Ironiquement, Trump a posté ces menaces juste après que la Bundeswehr et le Pentagone ont discuté de la stratégie de Berlin que les Américains avaient pourtant saluée. C'est pourquoi les propos de Donald, selon Politico, ont pris le Pentagone de court. Le poste de Trump a été le premier signal pour beaucoup d'un possible retrait de centaines, voire de milliers de soldats d'Allemagne, ont indiqué 3 responsables de la défense. Cela contraste vivement avec l'examen de plusieurs mois récemment achevé sur le déploiement mondial des forces du Pentagone qui ne prévoyait pas de réduction majeure en Europe. Le Pentagone ne s'y attendait pas et n'avait prévu aucune réduction, a déclaré un assistant parlementaire au fait de la situation. Mais nous devons prendre cela au sérieux, car il l'était déjà lors de son premier mandat, a-t-il ajouté, évoquant l'ordre de Trump de juillet 2020 de retirer 12 000 soldats américains d'Allemagne, jamais appliqués. Les Européens ont en effet, selon les analystes, compté bien trop longtemps sur la protection des États-Unis. Mais le pendule, bien que lentement, a basculé vers l'autodéfense. Mais c'est un processus long et coûteux. À vrai dire, Donald lui-même n'est pas tout à fait honnête. Les partenaires sont bien trop impliqués et liés par des décennies de coopération. Je ne crois pas que Trump retirera ses troupes d'Europe. Il va menacer, c'est certain, car en réalité, il n'y a pas d'armée prête au combat en Europe aujourd'hui. Oui, l'armée polonaise est pas mal car elle est nombreuse et le pays alloue beaucoup d'argent à ses besoins car la guerre y est très probable, tout comme dans les pays baltes.
La Pologne a tout de même une population plus nombreuse, un PIB élevé, et l'UE leur alloue des fonds énormes pour renforcer leur défense. Par exemple, le dernier prêt de près de 50 milliards d'euros, c'est une somme sérieuse. Mais les États-Unis n'ont aucun intérêt à quitter l'OTAN. Pour Trump et tout autre président américain, il est crucial de maintenir une présence en Europe à cause du facteur chinois. Si les États-Unis n'y sont pas, la Chine y sera. Les Européens doivent gagner en maturité pour des raisons objectives. Dès à présent, certains pays de l'OTAN, dont les pays baltes, ne reçoivent pas les armes commandées auparavant à cause de la guerre en Iran. Certes, les membres de l'Alliance préfèrent en parler à huis clos pour ne pas compromettre une fois de plus l'unité de l'Alliance et ne pas réjouir les ennemis. Le premier temps de la peste. La Russie est en faillite, mais les pro-guerre ramassent l'argent à la pelle. Combien coûte la conscience des sbires de Poutine? Pendant que le peuple pourrit dans les tranchées, les artistes bourreaux se font un max de fric. L'économie de la FR plonge dans l'abîme, le budget touche le fond, mais pour les siens, le Kremlin aura toujours des millions. Vous allez être choqués quand vous entendrez ça. Regardez pour tous les détails. Ils plaisantent tranquillement sur le pays qu'ils ont eux-mêmes attaqué. Pendant que les missiles et drones russes tuent chaque jour des civils ukrainiens, les Russes venus au spectacle rient, sans comprendre que le Kremlin paie les membres du KVN pour de telles blagues. Oleg, une lettre. J'ai l'impression que si je gagne maintenant, je vais perdre. Rien que pour l'organisation du festival KVN Kivin Chantant 2027, les organisateurs du mouvement de jeunesse recevront 39 millions de roubles du budget. Aujourd'hui, les missions principales du club autrefois populaire des gays et des ingénieux sont de promouvoir les valeurs morales traditionnelles et de lutter contre l'Occident. Si tout à coup, on constate que l'Europe commence à changer d'attitude envers nous, qu'elle cherche à redevenir notre amie, à lever toutes les sanctions qui avaient été imposées et qu'elle nous adresse à nouveau des sourires et des gestes amicaux, cela signifie très clairement que l'hiver est arrivé, que la saison froide s'est installée et que la situation a évolué de façon notable dans nos relations. Les organisations glorifiant les participants à l'invasion de l'Ukraine et les proches de Poutine recevront à nouveau d'énormes financements du budget de l'État. À l'issue du deuxième concours de 2024, le Fonds présidentiel pour les initiatives culturelles allouera plus de 4 milliards de roubles à divers projets patriotiques. L'une des subventions les plus importantes a été attribuée à la fondation de Sergueï Bezroukov. Nous voulons soutenir nos gars, vos pères, vos frères et vos maris, qui se battent aujourd'hui pour assurer notre sécurité. 67 millions sont destinés au grand festival pour enfants, organisé par le Fonds de soutien aux projets socio-culturels, dirigé par un proche de Poutine. C'est déjà la 5e subvention reçue par la fondation de Bezroukov. Depuis 2022, le montant total des subventions a dépassé les 360 millions de roubles. 34 millions ont été versés au chanteur préféré de Poutine, Nikolaï Rastorgouyev. Pour notre président et pour un monde sans nazisme, ensemble. Une coquette somme revient à la société Maison de la Musique, propriétaire de la station de radio patriotique Fierté. Les fonds sont alloués à la création et au lancement sur une radio fédérale de séries d'émissions célébrant les accomplissements de la Russie moderne. Elles seront diffusées sur cette radio qui appartient justement à Rastorgouyev. Le choix de cette station est incompréhensible, étant donné qu'elle occupe la dernière place en termes d'audience parmi toutes les radios russes. L'audience nationale de la radio Fierté n'est que de 1% pour la période d'octobre 2024 à mars 2025. À Moscou, les chiffres sont encore pires, 0,9%. C'est aussi la dernière place, de février à avril. La radio Fierté obtient un score similaire à Saint-Pétersbourg. Le site web de Fierté indique que la mission fondamentale de la station est de cultiver et renforcer chez les auditeurs un sentiment de fierté envers les soldats, tout en encourageant le soutien à leurs familles dans toutes les régions. Parmi les slogans de la station, ici, on est entre nous et la victoire sera nôtre. La radio diffuse en boucle des artistes soutenant l'invasion. Yulia Tchitcherina, Vadim Samoilov, le groupe Lyubé, Oleg Gazmanov, Shaman, Polina Gagarina et d'autres. La voix de la station est l'acteur Vladimir Machkov qui soutient activement la guerre. Le prix littéraire national slovo a reçu 41 millions de roubles. Depuis février dernier, le prix est dirigé par Vladimir Medinsky, un partisan de Poutine. Et voilà que l'argent coule soudainement à flot. Et pour rester au pouvoir éternellement, il faut un ennemi permanent.
Il faut une guerre qui, en réalité, ne vous met pas en danger personnellement, ni vos familles, cette guerre. Les textes dénommés doivent affirmer les sens élevés et les valeurs morales de la littérature nationale. En un mot, soutenez Poutine, écrivez en faveur de la soi-disant OMS et la victoire est assurée. C'est loin d'être la liste complète des subventions pour lesquelles le fonds Poutine alloue des sommes énormes. Peu importe que ce soit talentueux ou original. L'important, c'est que cela parle de la victoire dans l'OMS. C'est tout pour le moment. Mais retrouvez d'autres nouvelles brûlantes du front dans notre prochain numéro.